Merci. Merci Pierre-Yves, bonsoir à tous. Je reconnais quelques visages amis, je reconnais pas pour l'instant de visages ennemis, mais bon, ça viendra peut-être. Voilà, alors effectivement, nous sommes réunis autour de mon dernier livre, les démons de la déconstruction. Bon, la déconstruction n'est pas complètement sans rapport avec la dissolution hein, qu'on a connue sur un plan politique, ni même avec la recomposition qui est en général ce qui essaye de se reconstruire précisément après une déconstruction. Mais c'est vrai que ce que je vais aborder ce soir sera pas directement politique, même si, comme disaient les gauchistes des années 70, ils n'avaient pas totalement tort. Tout est politique d'une certaine façon. Et c'est vrai que je vais vous aborder avec vous trois figures, en fait, que j'estime correspondre à la déconstruction. L'une, Derrida, qui est tout naturellement rattachée à la déconstruction, et deux autres, comme Lévinas et Sartre, qui sont pas en général rattachées directement à ce courant, mais je vais expliquer pourquoi, à mon avis, elles ont préparé ce cataclysme hein, de la déconstruction. Alors, ce que nous verrons aussi, hein, vous le constaterez assez facilement, c'est que, vous vous en doutez peut-être, la déconstruction est l'ancêtre du wokisme. Hein. Le wokisme, cet état d'éveil paranoïaque, en quelque sorte, pathologique, à tout ce qui pourrait être une discrimination, sachant que finalement, toute différence peut être une discrimination. Hein. Les gens qui ont les cheveux longs, ça peut être mal pris par les gens qui ont les cheveux courts, encore plus mal pris par les chauves, etc., etc. Donc, toute différence, finalement, c'est ça le wokisme, hein, toute différence, finalement, doit nécessiter l'état de wok, d'éveil, de vigilance, parce que toute différence peut amener à une hiérarchisation. Hein. Il y a des femmes plus belles que d'autres, il y a des hommes plus grands que d'autres, il y en a de plus intelligents, il y en a de plus vicieux, etc. Donc, pour les plus vicieux, je pense que vous en avez déjà repéré, il suffit d'aller voir un peu ce qui se passe dans les oligarchies. Et tout ça amène à la cancel culture, qui est en fait la culture du changement, consistant en fait à récuser toute culture transmise, en quelque sorte, parce que dans la mesure où elle est transmise, dans la mesure où elle a une histoire, un passé, elle renvoie à un héritage, et tout héritage est en quelque sorte discriminant, parce que il s'agit d'un héritage culturel, bien sûr, pas matériel, ou en tout cas pas exclusivement matériel, mais évidemment, si vous dites que vous héritez des humanités gréco-romaines, eh bien évidemment c'est discriminant pour ceux qui n'héritent de rien parce qu'ils sont des nomades ou parce que ce sont des immigrés qui sont arrivés en étant précisément déracinés et d'une certaine façon mutilés, privés de leur propre culture. Donc évidemment, au lieu de faire partager notre culture, la solution wokiste, c'est la cancel culture, c'est-à-dire de ne plus transmettre notre propre culture de façon à mettre tout le monde à égalité, mais par le bas. Voilà, donc la déconstruction est la mère de ce wokisme et de cette culture de l'annulation, hein, cancel culture. Évidemment, déconstruire peut avoir un sens positif. En fait, en analyse littéraire, déconstruire, c'est faire une analyse de texte, tout simplement. C'est découvrir les impensés qu'il y a dans une phrase, dans un paragraphe, dans une formulation. C'est essayer de comprendre ce qui est sous-entendu et qui n'est peut-être pas dit et qui permettrait d'éclairer le sens d'une phrase, c'est-à-dire qu'effectivement, si on vous dit une phrase sans son contexte, la déconstruire, ça va être expliquer que, en fait, dans tel contexte, je sais pas, du théâtre du XVIIe siècle, etc., cette phrase, en fait, doit être comprise de telle façon, parce qu'autrement, vous en avez une compréhension littérale en homme du XXIe siècle, je dis homme, ça inclut les femmes, bien sûr, en humain du XXIe siècle, et que, effectivement, vous passez à côté peut-être du sens qu'il faudrait contextualiser. Alors là, évidemment, cette déconstruction, qui est en fait une analyse rigoureuse du non-dit,
de ce qu'on appelle aussi l'impensé, des structures sédimentaires, même dit Derrida. Pour le coup, on peut reprendre sa formule, qui n'est pas mauvaise, des structures sédimentaires, hein, qui sont en quelque sorte fossilisées. Eh ben, en fait, c'est tout simplement la rigueur intellectuelle, hein, c'est-à-dire c'est étudier un texte dans son contexte en réfléchissant à la fois son contexte et son origine. Quel est le locuteur, hein, si c'est un texte sur la Seconde Guerre mondiale, est-ce que le locuteur est un général russe ou un général allemand qui va essayer de prouver que finalement il a toujours été anti-nazi, etc. Ou que si on l'avait écouté, l'Allemagne n'aurait pas perdu la guerre. Bon, qui parle et à quelle époque, en 1938 ou en 1948, ça a évidemment du sens. Donc, la déconstruction en ce sens est légitime. Il y a une nuance qu'introduit Heidegger, puisque Heidegger est un des premiers à utiliser le terme de déconstruction, entre abao qui veut dire détruire, déconstruire, mais au sens de vous avez par exemple un jeu pour enfants, vous le déconstruisez parce que vous dites il y a un truc qui est mal emboîté, pour le reconstruire ensuite, et un autre terme allemand qui est Zerstörung, qui là consiste à détruire, mais pour casser. C'est-à-dire que vous prenez un marteau, vous cassez le jouet, vous ne pourrez évidemment pas le reconstruire. Donc évidemment, c'est pas du tout la même chose. Il y a déconstruire dans un sens abao pour comprendre comment c'est constitué, comment c'est fichu en termes triviaux, ou détruire, c'est-à-dire bousiller. Après, on peut plus en faire grand-chose à la déchetterie, en quelque sorte. Donc évidemment, c'est une distinction importante. Ce qui est important dans le mouvement actuel de l'hyper-déconstruction, c'est de voir sa rupture complète avec l'universalisme. Alors, je vais vous rappeler brièvement, hein, vous avez peut-être quelques vagues souvenirs de philo ou pas, mais tout simplement, au Moyen-Âge, il y avait une discussion philosophique entre les tenants de la doctrine des universaux et les tenants de la doctrine des nominaux. Hein. Alors, les tenants de la doctrine des universaux, on appelait ça aussi le réalisme des idées. Ça voulait dire que existe déjà dans le monde qui est le nôtre, existe déjà des idées, c'est-à-dire l'idée du cheval préexiste aux chevaux. L'idée du chat, une sorte de grand C, préexiste aux différents chats ou aux minous que nous pouvons croiser. Ça, c'est la doctrine du réalisme des idées, doctrine d'origine, on va le dire très simplement, par un raccourci, doctrine d'origine platonicienne. Puis, une autre doctrine était celle des nominaux, illustrée notamment par Guillaume d'Occam, au CCAM. Vous voyez, d'ailleurs, il y a deux façons de l'écrire, mais qu'importe. Au CCAM, c'est la façon la plus simple. Et là, la doctrine des nominaux, c'est que, non, en fait, il faut partir des cas particuliers. Finalement, le cheval, la chevalité, ça n'existe pas. Mais les chats existent. On ne sait pas très bien ce qui les unit, mais enfin, par commodité, pour se comprendre entre nous, on va utiliser le terme chat. On va dire ça c'est un chat, ça c'est un autre chat. Qu'est-ce qu'un chat? On va considérer que c'est une question un peu difficile et en quelque sorte on va la mettre de côté. On va dire ça c'est un chat, on est bien d'accord. Mais si vous me demandez quelle est l'essence du chat, je ne vais pas répondre parce que ça me paraît un peu dangereux, aventuré philosophiquement. Voilà, ça c'est la doctrine des nominaux. Alors vous le constatez, évidemment, il y a une doctrine qui est plus universaliste. C'est la doctrine du réalisme des idées. Parce qu'au fond, dans un cas, on parle de l'idée, et puis c'est une déduction. Ben voilà, puisque la chevalité c'est ça c'est un cheval, ça c'est un autre cheval d'une autre couleur, mais c'est quand même un cheval, etc. L'autre, la doctrine, celle des nominaux, est fondée sur l'induction, c'est-à-dire on part de plusieurs chats particuliers et on se dit, bon, c'est vrai qu'il doit exister un ensemble des chats à propos duquel je ne m'aventurerai pas à dire grand-chose, mais bon, ça doit être des points communs entre les chats. Mais ouais, là, vous avez plutôt une méthode non pas de déduction du haut vers le bas, mais d'induction du bas vers le haut.
Donc c'est une méthode moins universaliste. Et alors, la déconstruction là-dedans, l'hyper-déconstruction actuelle, nous dit que non, il faut aller beaucoup plus loin que la doctrine des nominaux, elle est encore beaucoup trop universaliste, universalisme de la raison, hein, qui nous ramène aux Lumières, elle est encore beaucoup trop universaliste. On dit c'est un chat, on dit bah c'est un homme, hein, c'est un homme blanc ce monsieur, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un homme blanc avec un grand H, avec un grand B, mais enfin ce monsieur c'est un homme blanc, le monsieur c'est un homme noir, etc. Bon, mais non, ça va, c'est beaucoup trop universaliste, et on va passer du il ou du elle au yel. C'est-à-dire que finalement, c'est un homme pas sûr. D'ailleurs, il y a des gens qui sont barbus, etc., qui a priori ressemblent à un homme, accessoirement un homme blanc, et qui vous disent non, non, mais qu'est-ce qui vous prouve que je suis un homme? Qu'est-ce qui vous prouve que je suis un blanc? Et ils le disent ça, ils le disent avec beaucoup de sérieux. Et ben ça, c'est l'hyper-déconstruction, consistant à dire que même les évidences, quand même les plus universelles, y compris du point de vue des nominalistes, qui ne sont pourtant pas des universalistes, eh ben, même ce peu d'universel qui subsistait, hein, eh bien, doit être mis en cause, puisque, somme toute, cet homme, s'il ne se sent pas homme, il ne faut pas le considérer comme un homme. Peut-être a-t-il un ressenti autre que celui d'être un homme? Peut-être se sent-il une femme? Peut-être, bien qu'étant blanc, et semble-t-il de type européen, selon toute évidence, il s'appelle Georges, etc. Bon, non, mais peut-être finalement, son ressenti est-il celui d'être un Thaïlandais, ou peut-être une Thaïlandaise, et peut-être même, son ressenti est-il d'être un pélican. Et en fait, finalement, comme il n'y a pas d'objectivité des choses, comme il n'y a pas d'universalité d'aucun concept, si le ressenti de ce monsieur justement, qu'il ne faut pas appeler un monsieur, de ce Yel, qui n'est même peut-être pas vraiment un Yel, puisque c'est pas forcément un humain, s'il se perçoit lui-même comme un animal, eh ben, cette entité, on va dire ça, cette entité, eh ben, doit être considérée, en fonction de sa propre subjectivité, ce qui fait éclater toute universalité des concepts, puisqu'il y a autant d'universalité que, je dirais pas d'être humain, parce que c'est encore une catégorie, mais d'entité. Hein. Et donc, effectivement, l'homme qui se sent pélican va vous sommer de vous adresser à lui comme vous vous adresseriez à un pélican. Bon, c'est d'ailleurs c'est une question que je me laisserai de côté, parce que je ne sais pas comment on s'adresse à un pélican, mais en tout cas, c'est un concept post-humain et post-genré. Donc je le dis avec un peu d'humour, mais c'est quand même exactement ça. Hein. Quand vous avez un homme barbu qui vous dit « mais qu'est-ce qui vous prouve que je suis un homme ?» Bah, c'est vrai que qu'est-ce qui vous prouve aussi que j'appartiens à l'espèce humaine et non pas à une espèce animale. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de limite à ce moment-là. Donc, plus de limite, le hors-limite, c'est d'ailleurs un des concepts de la déconstruction. D'où l'antispécisme, considérant que la notion d'espèce humaine doit être remise en cause, qu'il y a en fait une continuité dans le vivant, et que, ce qui n'est pas d'ailleurs intégralement stupide, hein, que finalement, effectivement, puisque nous venons des méduses, le raisonnement est poussé jusqu'au paradoxe, rien de substantiel ne nous distingue des méduses. Bon, c'est là l'absurdité, parce qu'il est certain que l'origine du vivant, par exemple, c'est la mer, mais pour autant, nous ne sommes pas que des méduses en plus perfectionnées. Nous sommes autre chose. Voilà. Donc, la déconstruction, si vous voulez, c'est la fluidité et la réversibilité de toutes les identités, hein, la transfusabilité de tout, c'est-à-dire que vous pouvez perpétuellement remettre ce verre dans la bouteille et la bouteille dans le verre, etc. Et les identités sont entièrement liquides, entièrement fluides et entièrement malléables. Alors, bien entendu, quand j'évoquais la culture de l'annulation, à vrai dire, est plutôt une annulation de toute culture, puisque toute vraie culture est une transmission. Donc la cancel culture, qui est l'annulation de toute transmission, ça consiste effectivement à dire que il ne faut rien transmettre puisque tout est liquide, effectivement.
Donc il y a une dématérialisation du monde. Hein. C'est d'ailleurs un thème très à la mode. On nous dit, voilà, vous pouvez avoir votre attestation de ceci, de cela, d'une manière dématérialisée, mais ça va bien au-delà d'un simple progrès, entre guillemets, progrès technique. C'est quasiment une philosophie. Hein, c'est quasiment une philosophie. Dématérialisation effectivement par exemple de papier d'identité, mais dématérialisation aussi de votre identité qui devient finalement réduite à un simple QR code. Et un QR code, bien entendu, ça se fabrique, ça se trafique, ça se transforme, ça se prête aussi, etc. Vous savez qu'à l'époque du Covid, il y avait plein de gens qui se faisaient prêter leur attestation, etc. Donc effectivement, ça c'est l'hyper déconstruction. Voilà, donc ce que je vais reprendre un petit peu les thèmes de mon livre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que évidemment, où mène la déconstruction? Elle mène donc à la disparition de toute substance, hein, de tout substrat, hypokéménon, disaient les Grecs, donc de tout peuple, puisqu'un peuple, c'est à la fois une terre, c'est aussi une histoire, donc une transmission. Donc la déconstruction mène à cela. C'est aussi la déconstruction de tous les concepts. Vous savez, si on analyse un peu la philosophie en termes de droite et de gauche, on pourrait dire les principes sont de droite, hein, puisque les principes sont de droite au sens où ils sont plutôt comportementaux, et les concepts, qui sont des notions beaucoup plus intellectuelles, ce serait plutôt la partie gauche de la philosophie, hein, la partie philosophiquement qui renvoie un peu à l'esprit de gauche, c'est-à-dire l'esprit plus abstrait, plus théoriciste. Hein, et il faut les deux, hein, et très clairement, il faut les deux. Il faut des principes pour se conduire vers une certaine sagesse, mais il faut aussi des concepts un peu plus abstraits pour comprendre ce qui mène le monde. Alors Gilles Deleuze, qui était plutôt de gauche au demeurant, supposer que ça veut dire quelque chose, ou en tout cas de gauche au sens des années 60, disait la philosophie, c'est produire des concepts, hein, effectivement. Et qu'est-ce qu'un concept? C'est un outil intellectuel, en fait, intermédiaire entre nous et le monde, pour mieux comprendre le monde. Hein. De même que quand vous bricolez, vous avez besoin d'une tenaille, d'une pince russe ou d'une pince anglaise, etc. Donc la déconstruction nous mène à la suppression des essences et donc à la suppression des entités entendables par tous, et donc à la suppression d'une raison commune. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, quand je citais l'exemple de l'homme qui dit « oui, mais qu'est-ce qui vous autorise à considérer que je suis un homme, même si j'en ai a priori l'apparence », ça veut dire que ça détruit toute raison commune. Comment on peut s'entendre à ce moment-là? C'est-à-dire que vous êtes à la campagne, vous voyez quelqu'un qui ressemble à un paysan, mais effectivement, il peut vous dire qu'est-ce qui vous autorise à me prendre pour un paysan, même si il est dans son champ et que, a priori, tout porte à croire. Ben, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus d'entendement commun dans une société, puisque tout est ramené à des subjectivités individuelles, par définition complètement invérifiables par une raison commune. Donc c'est vraiment, comme dit Régis Debray quand il dit les lumières sont éteintes, hein, alors là pour le coup, c'est vraiment l'extinction des lumières au sens des lumières, du siècle des lumières, hein, de la philosophie des lumières. Le monde devient en quelque sorte... alors il y a une conséquence de la déconstruction, c'est que le monde devient entièrement parcellisé. Alors parcellisé, je l'ai un peu expliqué, hein, dans la mesure où tout devient affaire de subjectivité individuelle. Effectivement, il y a la disparition de tout commun. Il peut rester du communautarisme, alors du communautarisme religieux, par exemple, du communautarisme musulman, du communautarisme juif,
le peu qui reste de communautarisme chrétien, j'allais dire de communisme. Le communisme, il en reste encore moins, mais enfin un tout petit peu, disons. Allez voir du côté du PRCF, là, vous avez, bon, c'est une sorte de musée, effectivement, du communisme, hein, qui est parfois touchant, d'ailleurs, mais enfin, on est plus dans l'archéologie que dans la politique efficiente, hein. Voilà, et donc, vous avez donc la disparition d'une raison commune. Alors, le paradoxe assez intéressant de l'hyper-déconstruction, c'est que en même temps, elle se veut inclusive. D'ailleurs, il y avait un rapport d'un haut fonctionnaire dont le nom m'échappe, Thiol ou Toll, quelque chose comme ça, bon, qu'importe, qui doit dater de maintenant de pas mal d'années, de pas loin de 10 ans peut-être, qui s'appelait, je crois, La Grande Nation. Alors, pour une nation inclusive. Alors, la grande nation, c'est assez osé d'avoir utilisé cette expression, parce que la grande nation, ça renvoie très exactement à la Révolution française et à l'Empire, hein. C'était à la fois la grande nation au sens symbolique, c'est-à-dire la nation qui se voulait en pointe dans la promotion des idées nouvelles de liberté et d'égalité, égalité juridique, hein, pas égalité sociale, bien entendu, mais la grande nation, c'était aussi la grande nation territoriale, puisqu'on s'est retrouvé quand même en 1811 avec 130 départements, et même 134 avec l'annexion de la Catalogne, divisée en 4 départements, début 1812. Donc 134, ça faisait beaucoup. Et ça n'a pas duré longtemps. Comme tout ce qui relève de l'hubris, hein, c'est-à-dire de l'excès, de la démesure, de l'abandon du sens des proportions, et précisément de la mesure. Donc, la grande nation pour une nation inclusive. Alors effectivement, ça se voit très bien avec le mouvement LGBT. Bon, au début, c'était les gays, on a ajouté évidemment les lesbiennes, et puis ensuite plus QR, etc. Enfin bref, j'en passe, et des plus baroques. Et en fait, le problème, c'est que leur drapeau, qui était déjà un drapeau arc-en-ciel, c'est-à-dire qui n'a pas vraiment d'identité, puisque si vous regardez les drapeaux des pays, en général, il y a 3 couleurs maximum. C'est très rare qu'il y en ait 4. Et puis ça va pas au-delà, parce qu'à ce moment-là, c'est plus un drapeau. Si vous mettez toutes les couleurs, il n'y a plus d'identité. Et donc là, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que le drapeau est arc-en-ciel, il y a des tas de symboles rajoutés, etc. Et donc il n'y a plus de limite. Et c'est-à-dire que pour vouloir tout inclure, vous n'incluez plus rien. Hein, c'est-à-dire que ça devient, en fait, l'inclusivité absolue, finalement, débouche sur le néant. Remarque dont vous constaterez qu'elle est finalement, fondamentalement, une remarque philosophique. Tout inclure, c'est n'inclure personne. Parce que tout inclure, finalement, dans la société actuelle, c'est inclure avec le slogan McDonald's, c'est-à-dire « venez comme vous êtes ». Mais si vous incluez justement les gens, quels qu'ils soient, ou les ils et les elles et les yels, comme ils sont, ou comme ils ont le ressenti d'être, eh bien vous ne faites pas société, vous faites encore moins communauté, hein. Je vous renvoie à la distinction société-communauté. Bon, la société, c'est une notion un peu statique d'addition d'individualité. La communauté, ça veut dire que il y a une sorte d'esprit commun, et même au-delà de l'esprit, il y a une âme commune, hein, l'âme étant quelque chose qu'il faut situer au-dessus de l'esprit, hein, comme le faisait Goethe. L'âme est une sorte de degré supérieur de l'esprit, et donc l'inclusivité absolue n'inclut rien, par définition, puisqu'elle juxtapose du tout à l'infini. Hein. C'est le jeu des petites différences à l'infini. Et donc, nous en sommes là avec l'hyperconstructivisme, enfin l'hyper-déconstructivisme, à savoir une horizontalité absolue et le refus de toute verticalité, sachant que la verticalité, c'est la dimension de transmission. Hein. Bon, en ce sens, c'est vrai que le fait que le symbole
du christianisme soit la croix, mais le fait que dans beaucoup de civilisations la croix existe. Hein. C'est très simple. Hein. La flèche verticale indique ce qui nous relie au monde des idéaux, au monde du haut, au monde des exigences qui nous tirent vers le haut, et l'horizontalité indique que on se rassemble aussi. Le peuple ou les communautés se rassemblent dans cette exigence qui est certes tendue vers le haut, mais qui n'exclut pas une dimension horizontale. Et le nom de cette dimension horizontale, bah, c'est très simple, c'est la fraternité. Hein, mais fraternité qui n'a de sens que si elle ne va pas à l'infini. Vous n'avez jamais vu une croix dont la partie horizontale, et pas plus d'ailleurs la partie verticale, va à l'infini. Parce que c'est impossible. Parce que si ça va à l'infini, ça veut dire précisément on ne voit plus l'objectif. Voilà, il faut avoir le sens des limites. Une aspiration vers le spirituel pour les hommes, c'est forcément à la mesure des hommes. Et la mesure des hommes, c'est qu'ils ont précisément une limite, puisque seul Dieu est de l'ordre du hors-limite, de l'infini. Que l'on croit ou non à Dieu, mais en tout cas, le concept de Dieu se définit précisément par la notion d'infini, c'est-à-dire la notion de sans limite. Donc tout ça, cette déconstruction a eu comme nom la French Theory. Alors la French Theory, c'est en fait tout simplement une partie de la philosophie française qui s'est installée aux États-Unis et qui a prospéré aux États-Unis. Hein. C'est notamment de Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida. Alors, dans mon ouvrage, vous verrez que je parle assez peu, je les évoque, mais très peu, de Gilles Deleuze et Michel Foucault, et je parle par contre beaucoup plus de Jacques Derrida, parce qu'il est, je dirais, comment dire, parfaitement symptomatique, puisque Jacques Derrida, c'est le refus de toute pensée de l'être et de toute pensée de Dieu. Hein. Donc c'est un athéisme radical, c'est un monde sans Dieu, mais c'est aussi un monde sans l'être, ce qui n'est pas la même chose, et c'est un monde dans lequel il s'agit d'interpréter à l'infini d'une manière assez talmudique, puisque le Talmud c'est l'interprétation à l'infini, l'interprétation d'interprétation, bon voilà, d'interpréter à l'infini les différences. Et les différences ne renvoient jamais à différentes manifestations de l'être, ce qui serait plutôt heideggerien, mais comme Derrida est un lecteur d'Heidegger, mais un heideggerien critique, eh bien les différences ne renvoient qu'à d'autres différences. Hein. Donc en fait, on est dans un jeu perpétuel des différences. Donc ça, c'est la pensée de Jacques Derrida. Alors la pensée de Lévinas que j'ai abordée, alors bon, Jacques Derrida, c'est abominablement ennuyeux à lire, et si vous voulez lire quelque chose qui est une caricature de Jacques Derrida, alors mais très derridien, c'est Hélène Cixous. Alors Hélène Cixous, c'est encore pire, les entretiens avec Hélène Cixous, là vous avez un peu je dirais, l'hyper-derridisme dans tout son jeu alors au mieux de sophistique intellectuelle, et si on est un petit peu moins complaisant, d'imposture intellectuelle. Alors Lévinas, je l'ai appelé le fou de Dieu, et Lévinas, je le trouve intéressant parce que Lévinas n'est pas officiellement un déconstructeur, mais la théorie de Lévinas, c'est que l'homme est sans arrêt en train de se verser, alors là pour le coup, là, si je prends le verre et la bouteille, il se verse sans arrêt dans l'autre. Alors l'autre, c'est une sorte de autre avec un grand A. L'autre qui apparaît, alors notamment qui apparaît par le visage, l'épiphanie du visage de l'autre, bon, c'est tout simplement l'apparition du visage de l'autre, et il s'agit d'être en adoration envers l'autre. Alors, mais c'est un don sans contre-don. Alors c'est très curieux parce qu'en fait c'est comment dire, la relation à l'autre chez Derrida,
c'est le contraire d'une relation communautaire. Une relation communautaire, c'est le don qui entraîne le contre-don. Vous êtes invité chez des amis, ils ont bien préparé le repas, mais vous-même, vous avez amené un gâteau, une bouteille de vin, que sais-je. Non, là, Lévinas, une conception qui est d'un juif lituanien, pour situer, né en 1905, j'ai plus en tête sa date de décès, mais ça fait un peu plus de 20 ans. C'est un philosophe important qui écrit au demeurant assez bien. Hein. Enfin, c'est une lecture plus intéressante, comment dire, plus facile hein, et plus attirante que celle de Jacques Derrida. Mais si vous voulez, ce qui caractérise Lévinas, c'est cette espèce de don sans contre-don envers l'autre. Alors qu'il y a quand même des limites, parce qu'il explique que quand l'autre est un ennemi, il faut finalement revenir à la dialectique ami-ennemi, qui est tout simplement celle de Carl Schmitt. Donc alors on se dit, mais oui, mais enfin c'est tout de même un peu curieux, puisqu'on finalement, si on pousse la théorie à l'extrême, l'homme qui se verse indéfiniment dans l'autre, ça marche que dans certains cas. Or, dans la vie, il y a à un moment donné, on rencontre des gens qui ne vous veulent pas du bien, qui sont vos ennemis, et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Finalement, on revient à une théorie de l'hostilité extrêmement classique, à la Thomas Hobbes ou à la Nicolas Machiavel. Donc, on est tenté de dire, finalement, tout ça pour ça. Surtout, alors l'autre, chez Derrida, finalement, c'est un peu l'équivalent de Dieu. Voilà, mais comme on n'atteint jamais l'autre, hein, comme on ne donne jamais assez à l'autre, en fait, finalement, on est toujours en dette vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne lui a jamais donné assez, et c'est une façon de dire pour Lévinas qu'on ne donne jamais assez à Dieu. Mais ce que je retiendrai surtout, parce que c'est ce qui me paraît le plus important dans le cadre d'une réflexion sur la déconstruction, c'est que Dieu, ou les dieux, ou le divin, ou la divinité, pour Lévinas, ça n'a aucun rapport avec le sacré. Et je vous expliquerai en dernière partie, nous y serons dans 15 minutes, je vous expliquerai en dernière partie en quoi ça pose problème et en quoi, à mon avis, il y a une autre solution, beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus conforme aux attentes humaines. Donc pour Lévinas, le divin n'a aucun rapport avec le sacré, et le sacré ne doit pas exister. Le divin est le contraire du sacré. Le divin est là pour empêcher le sacré. Parce que s'il y a du sacré, c'est d'ailleurs la thèse de René Girard, s'il y a du sacré, il y a de la guerre. Parce qu'il y a la sacralisation de choses terrestres, qui peuvent être l'honneur, par exemple. Et donc, il y a de la guerre. Et si on veut une société apaisée, il faut une société sans sacré, entièrement obnubilée par un Dieu qui, en même temps, est inatteignable et quasiment une figure du néant. Alors, donc, encore une fois, en dernière partie, je reviendrai sur cet aspect pour proposer une porte de sortie. Alors, troisième et dernier personnage que j'aborde et sur lequel je dis deux mots avant d'aborder ce que j'appellerais la contre-déconstruction. Troisième personnage que je mets à l'origine de la déconstruction, c'est Jean-Paul Sartre. Alors, j'ai constaté en travaillant sur Sartre, alors notamment, principalement, L'être et le néant, qui est son bouquin de 1943, réédité plusieurs fois, notamment réédité en 49, etc. J'étais très largement d'accord avec ce qu'avait dit un communiste totalement oublié, Henri Mougin, je lui rends hommage en quelque sorte, né en 1912 et mort en 1946, étant revenu malade d'un camp de prisonniers, Henri Mougin, qui était marxiste, membre du PC de l'époque, avait écrit un ouvrage qui s'appelait La Sainte Famille existentialiste. En fait, Mougin, sans employer le terme nihilisme,
curieusement, ou en tout cas c'est comme ça, en tout cas c'était pas un terme très à la mode, montre, à mon avis très bien, en quoi Sartre était nihiliste. C'est-à-dire qu'il explique que Sartre reprend la distinction de Kant entre le pour soi et le en soi. Le pour soi, c'est le phénoménal. Le en soi, ça serait ce qui n'est pas phénoménal. Alors, le pour soi, c'est par exemple un peu l'existentialisme. Hein, existentialisme. Alors, l'existentiel, c'est l'angoisse, c'est le fait qu'on s'identifie à son rôle, le fait que le garçon de café s'identifie à son rôle de garçon de café avec son plateau, deux bières, un café, la table du fond, etc. Ça, c'est l'existentialisme. C'est-à-dire le fait qu'on intègre dans notre psyché notre rôle, consistant à faire rire pour certains, bon, par exemple François Hollande, à faire pleurer pour d'autres, par exemple Emmanuel Macron, même si il arrive qu'il nous fasse rire aussi, à ses dépens. Effectivement, il y a ça. Et chez Heidegger, il y a quelque chose qui est très différent des existentiels, qui est les existentiaux. Les existentiaux, ce ne sont pas des choses que l'on ressent tous les matins, comme quand on va aller au café en tant que garçon de café, où on se met un peu dans la mentalité, voilà, j'espère que les clients seront sympas aujourd'hui, etc. Non, les existentiaux, ce sont les fondamentaux de la condition humaine. C'est le fait que, fondamentalement, nous savons que nous allons mourir, nous savons que nos proches vont mourir, nous savons que tout est périssable dans le monde, ou en tout cas, si nous ne le savons pas, il serait temps de le comprendre, et nous savons que les civilisations sont mortelles. Ça, ce sont les existentiaux. C'est très différent de l'existentialisme et des ressentis existentiels, hein, qui renvoient à la quotidienneté, à des choses totalement beaucoup plus trivial, mais c'est pas négatif, honorable, hein, simplement, voilà, faut faire son boulot, le conducteur de RER, le conducteur de bus, voilà, il a ses préoccupations existentielles, et puis ses existentiaux, quand il voit que son père est mort, et qu'il se dit, moi aussi, un jour, ouais, ça sera pareil, je laisserai ma famille sans moi. Et ça, on n'est plus dans l'existentiel, on est dans les existentiaux. Et donc, Sartre, considère que finalement, l'homme est entièrement un être jeté dans le monde. Alors ça, il l'a pris évidemment chez Martin Heidegger dans Sein und Zeit, 1927, et même un peu avant dans les premiers textes des années 1920 d'Heidegger. Et simplement, ce qu'il considère, c'est que finalement, il ne ramène pas le en soi, finalement, aux existentiaux, Jean-Paul Sartre, il le ramène à une sorte de néant, et ce néant, il l'appelle Dieu. Alors, il est conscient que ça veut dire que finalement, il nie les constantes anthropologiques chez l'homme, et à partir de là, il reconnaît qu'il va falloir quand même créer des valeurs problématique qu'on trouve chez Nietzsche. Et comment créer des valeurs? Eh ben, finalement, la conclusion implicite de Sartre, c'est que, bon, il part du Dieu est mort de Nietzsche, qui a très longuement commenté Heidegger, et au fond, la conclusion implicite de Sartre, même s'il ne le dit rarement sous cette forme, c'est que finalement, il faut que l'homme se fasse Dieu. Hein. C'est le Dieu homme, ou l'homme devenant Dieu, hein, l'homme Dieu. Thème qu'on trouve chez Luc Ferry, mais pas d'une façon très sartrienne, mais pourtant ça revient au même. L'homme doit se faire Dieu pour créer des valeurs, le seul, l'absence de Dieu amène à à la disparition de l'humanité en tant que totalité. Ça, c'est une chose, c'est un thème fondamental chez Sartre. C'est-à-dire que finalement, l'homme existait en tant qu'il se positionnait par rapport à Dieu. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, j'existe en tant que vous êtes, si j'ose dire, mon public. Évidemment, si je me mets dans la salle, moi, je fais partie du public, mais alors en même temps, je vous dissous, parce que vous n'êtes plus le public, il y a plus personne ici. Donc, vous n'êtes plus le public de qui que ce soit, puisqu'il n'y a plus personne là. Donc, moi, je disparais en tant que conférencier, mais vous disparaissez aussi en tant que public. Et ben ça, c'est ce qu'explique Sartre. Il dit en fait, l'humanité existe
tant qu'il y a un Dieu. Parce que l'humanité, c'est justement, c'est le non-Dieu. À partir du moment où il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus d'humanité. Alors, conclusion, s'il n'y a plus d'humanité, évidemment, parlez pas beaucoup des droits de l'homme, mais il y a quand même une conclusion implicite. S'il n'y a plus d'humanité, il y a absolument plus de droits de l'homme. Tout le monde peut tuer n'importe qui. Ça, voilà. Et finalement, il n'y a plus de communauté. Il n'y a plus de cette humanité. C'est une collection d'individus. Alors Sartre voit quand même le problème, et donc sa seule réponse, c'est tout de même une réponse, hein, dont acte, sa seule réponse, c'est que les projets humains peuvent recréer des communautés d'action. Mais la grande faiblesse de Sartre, c'est que ces projets humains sont pour lui des projets politiques, mais ce sont fondamentalement des projets qui ne relèvent pas de la transmission d'un déjà là. C'est-à-dire que l'homme fait ce qu'il veut de ce qu'on a fait de lui, dit Sartre. Alors, il y a une part de vérité, oui, l'homme n'est pas un simple héritier, l'homme se construit lui-même. Plotin disait, l'homme sculpte sa propre statue. C'est exact. Et les peuples sculptent leur propre destin. C'est exact. Mais pas à partir de n'importe quoi. Or, Sartre nous dit, oui, mais si, non, à partir de n'importe quoi. C'est purement politique. Mais c'est un politique désencastré de l'histoire. Et là, ça fonctionne pas, parce que l'homme fait ce qu'il veut de lui, mais à partir de ce qu'il est. C'est-à-dire que l'homme, on le sait tous, c'est un jeu de compensation. Les grands intellectuels sont rarement en même temps des grands sportifs. Et s'ils avaient pu être peut-être des grands sportifs, peut-être n'auraient-ils pas été des grands intellectuels. Mais c'est-à-dire que tout le monde, par exemple Napoléon, était assez malhabile à cheval. Mais il avait bien sûr d'autres qualités. Si vous voulez, tout le monde compense. Hein, tout le monde sublime un domaine d'activité. Napoléon sublimait par exemple sa vie dans l'idée qu'il avait, et c'est vrai qu'il l'a eu en un sens, un destin politique. C'est la raison du monde à cheval, disait Hegel à propos de Napoléon en 1806. Et donc, effectivement, les gens font quelque chose d'eux-mêmes, mais pas n'importe quoi, à partir de leurs points forts, et avec leurs limites, et en heurtant toujours leurs limites. Les grands hommes ont toujours heurté leurs propres limites. Prenez un grand peintre comme Nicolas de Staël, très grand peintre, mais il s'est suicidé parce que il n'arrivait pas à dire avec le pinceau un certain nombre de choses qu'il voulait dire. Donc tout le monde a ses limites, et tout le monde fait ce qu'il réalise en partie ses projets, mais déjà, il y a toujours une hétérotélie, parce que personne ne réalise exactement le projet qu'il aurait vraiment voulu réaliser, et toujours en se heurtant à des limites. Ça, c'est ce que ne voit pas Jean-Paul Sartre. Et donc, en ce sens, c'est pour ça que j'explique que par son idée de projet purement politique qui est le seul moyen de créer une communauté, parce qu'il appelle le groupe en fusion, on n'est pas dans la continuité historique. Le groupe en fusion, il faut être extrêmement prudent là-dessus. Le groupe en fusion, ça peut être des gens qui lapident des prisonniers, ça peut être les scènes de l'épuration où les gens urinaient sur une femme après l'avoir violée et tuée à coups de pierre. Ça, c'est un très bon exemple de groupe en fusion. Donc, il faut être quand même extrêmement, je dirais, mesuré sur ce que veut dire le groupe en fusion. Hein. Effectivement, quand vous avez une foule de harpies déchaînées qui va massacrer les journées de septembre 92 des prisonniers pris complètement au hasard dans une prison, ça c'est le groupe en fusion. C'est pas forcément un exemple extraordinaire. Voilà. Et en plus, qu'est-ce qu'on construit là-dessus? Vraiment, qu'est-ce qu'on construit de durable sur ce genre de choses? Vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. La construction, par exemple, d'un corps d'officiers.
du côté russe, par exemple, dans la guerre germano-soviétique de 41-45. C'est tout le contraire d'un groupe en fusion. C'est un travail de patience qui a commencé à porter ses fruits à partir de 1943. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est voilà, tout ce qui compte, tout ce qui est décisif dans l'histoire, c'est le contraire d'un groupe en fusion. Voilà. Et donc, en dernier point, pour conclure, j'aborderai de nouveau cette question du sacré et du divin que Lévinas oppose en disant il faut se passer du sacré et le meilleur moyen de nous passer du sacré, c'est non pas de croire en Dieu, parce que il n'est pas vraiment dans la croyance, mais de vouloir donner à Dieu, voilà, en donnant à l'autre, mais l'autre étant une épiphanie de Dieu. Alors, pour Heidegger, les choses se présentent d'une manière totalement différente, et c'est ce qu'on appelle la différence ontico-ontologique. Bon, c'est en fait assez simple, hein. L'ontique, c'est les étangs. Alors bon, pas les étangs dans lesquels on se baigne, hein, mais les étangs E-T-A-N-T-S. C'est-à-dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se manifestent. Et l'ontologique, c'est l'être. Et l'être, pour faire court, on peut dire que c'est un peu la source des étangs. C'est la manifestation d'existence du monde, la manifestation d'être du monde et d'être au monde pour l'homme, qui fait qu'il y a en fait des choses qui se manifestent. Hein. S'il n'y avait pas, si l'être n'était pas, s'il n'y avait pas de choses, comment dire, si le verbe être n'existait pas en quelque sorte, il n'y aurait pas d'existence des choses. Et donc, pour Heidegger, dans cet écart ontico-ontologique, entre les étangs et l'être, se situe le sacré. Et le sacré, c'est, en fait, le sacré, c'est pas vraiment une chose, c'est un lieu dans lequel se tiennent, nous dit Heidegger, les dieux. Donc Heidegger, contrairement à Lévinas, n'oppose pas le divin au sacré. Il dit au contraire que les dieux habitent l'espace du sacré. Et le sacré, en fait, c'est le lieu d'une interrogation. C'est le lieu où nous nous interrogeons. Les choses sont là. Il y a des choses horribles dans le monde, il y a des choses absolument magnifiques. Les choses sont là. Et nous, en tant qu'êtres humains, en tant que bergers de l'être, nous dit Heidegger, nous ne pouvons pas ne pas être, à certains égards, émerveillés, mais aussi parfois épouvantés par ce phénomène de l'être, du fait que les choses existent dans leur splendeur. Comme disait Hegel face aux montagnes, disait, que dire face aux montagnes? Elles sont, cela est. Parce qu'on peut même pas dire les montagnes c'est beau, non mais les montagnes c'est immense, c'est impressionnant, c'est énorme, c'est incommensurable, c'est quelque part c'est divin. Enfin c'est d'une force inouïe quoi. C'est-à-dire c'est voilà l'homme face aux montagnes, bon c'est l'homme face à l'immensité du monde, hein. Et donc le sacré c'est en fait ce lieu où se tiennent les dieux ou les démons. Les démons ne sont jamais que des intermédiaires entre l'homme et les dieux, qui est l'espace de l'interrogation sur le mystère de l'être, qui fait que parfois nous essayons de porter plus haut notre regard, ou de porter plus haut nos ambitions, ou de porter plus haut l'amour de notre peuple, par exemple, ou l'amour de nos proches. Et donc, pour Heidegger, c'est ce qu'il nous faut redécouvrir au-delà de toutes les métaphysiques. Alors, ce qu'Heidegger appelle métaphysique d'une manière critique, sont toutes les réponses trop rapides à la question du sacré. Et pour Heidegger, l'une des réponses trop rapides, c'est de dire « Ah, mais oui, mais ce mystère, en fait, c'est Dieu. Mais Dieu, alors, serait le créateur du monde, et voilà. Non, mais Heidegger dit non, c'est beaucoup trop... Donc, évidemment, la pensée d'Heidegger, c'est pas une pensée chrétienne, à beaucoup d'égards, puisque le mystère de Dieu n'est jamais qu'une région du mystère du sacré et du mystère de l'être, mais c'est une pensée peut-être compatible avec le christianisme parce que elle est profondément humaine et il y a une incarnation. C'est-à-dire que le mystère de l'être n'est pas hors du monde et il n'est pas hors
de la pensée de l'homme. Il est certainement hors de la connaissance possible de l'homme. Vous savez que Kant expliquait qu'il y a un certain nombre de choses, l'âme, Dieu, qui sont pensables par l'homme, mais non pas connaissables. Eh ben, pour Heidegger, c'est pareil, le sacré n'est pas connaissable. Ça, on ne peut pas dire le sacré, il a telle forme, il y a tel truc dedans, etc. Comme vous diriez, comme vous feriez un état des lieux d'une maison. Mais le sacré, néanmoins, s'il n'est pas connaissable, si on ne peut pas définir ses contours, si on ne peut pas dire qu'il est beau, qu'il est bleu, qu'il est jaune, etc., on peut néanmoins le penser et on peut savoir, en tout cas, qu'il habite une région vers laquelle il importe de nous porter ou de porter notre regard, de faire déposer notre pensée pour comprendre ce lieu d'interface entre la finitude de notre condition et l'infini du mystère du cosmos. Voilà donc la voie que propose Heidegger pour aller au-delà de la déconstruction, et je vous propose d'en rester là. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.